Allez, je vous propose de commencer, ce bourbier. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont connectées, ravis, de tous vous avoir avec nous et ravis de revoir, voilà, certaines têtes qui viennent régulièrement désormais au bourbier. Ça fait plaisir de tous vous avoir. Alors pour, introduire, ce bourbier et introduire Raphaël, donc, voilà, on est très heureux, de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Benoît Rosier, ça fait, 10 ans que je fais du produit. J'ai été, product manager, entrepreneur et aujourd'hui je suis, cofondateur et CPO d'Advisory et je suis également animateur de ce très bel événement qui est le Bourbier. Alors pour ceux qui connaissent pas le Bourbier, dont c'est le premier Bourbier, alors, le Bourbier, c'est une instance un petit peu particulière où l'idée, c'est de venir, pas de témoigner de nos réussites, mais, témoigner de nos échecs, parce qu'on vit tous des belles galères, hein, dans le monde du produit et voilà, c'est aussi sympa d'apprendre, des galères, des autres. Ça peut éviter, de se planter soi-même et voilà, c'est ça l'objectif avec le Bourbier, c'est d'apprendre, des galères des autres. Juste pour présenter rapidement, Advisory en 30 secondes, donc, nous, on est une agence dédiée aux produits. On adresse, différents, métiers, hein, autour du produit, le product design, le product engineering, le product management, bien évidemment et une de nos grosses ambitions, c'est d'évangéliser et de promouvoir, le product management qui reste une discipline, hein, complexe et évolutive. Donc c'est pour ça qu'on a une entité au sein d'Advisory qui s'appelle, Advisory Campus, qui dispense un certain nombre de formations et on a notamment une très belle plateforme en ligne qui s'appelle productcampus.com, sur laquelle on a beaucoup de formations accessibles, en ligne et surtout à petit prix. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance, d'accueillir, Raphaël. Donc, Raphaël, ultra heureux de t'avoir avec nous pour ce bourbier. Donc Raphaël, hein, tu as un super parcours, tu vas nous représenter un petit peu tout ça, mais voilà, tu as été, product manager chez PayPal, head of product, chez Rakuten, CPO dans une très belle boîte, qui s'appelle Cartable, qui est une belle plateforme de, cours en ligne pour les élèves, de la primaire au lycée et aujourd'hui, tu es CPTO chez Studapart, qui est un petit peu le se loger, du logement étudiant et tu vas nous présenter un sujet assez original, autour, voilà, de la gestion de bugs, et notamment, le fait que les bugs peuvent aussi être synonymes de réussite pour son produit, ce qui est, voilà, une approche assez intéressante, honnêtement. Donc, voilà, Raphaël, encore une fois très heureux, de t'accueillir parmi nous et voilà, je te laisse peut-être compléter cette, petite présentation de ta part et nous réintroduire le sujet d'aujourd'hui. Trop bien, merci, merci Benoît pour l'invitation et bonjour à tous. Effectivement, je ne sais pas ce que je peux rajouter, tu as fait une intro meilleure que celle que je pouvais faire sur moi. Ça fait 13 ans que je fais du produit. J'ai été, chez PayPal, en tant que PM, j'ai accompagné, pas mal d'équipes chez Rakuten, sur le produit, le design, un peu de data, du SEO. J'ai été chez Cartable avec aussi l'aspect pédagogique et là je suis, depuis bientôt 2 ans chez Studapart avec la double casquette produit tech, qui est une casquette, je pense, par ailleurs intéressante dans la conversation d'aujourd'hui puisque, les bugs sont souvent un problème à la frontière, du produit et de la tech et du coup, c'est un des enjeux principaux, c'est de le faire bien cohabiter et de s'aligner ensemble. Et du coup, je vais parler un peu de la façon avec, laquelle Studapart, travaille dans, son organisation produit tech et de par tout ça, réussir, très vite à vous expliquer comment on fait, pour, heu, trou trouver de l'intérêt dans les bugs et dans la façon avec laquelle on interagit, entre les équipes produit tech et le reste de l'entreprise. Peut-être, Raphaël, juste une question sur ton parcours parce que effectivement ton parcours est très riche et très intéressant. Souvent, on voit plutôt, des CTO prendre la casquette de, CPTO. Toi, tu es arrivé plutôt de la partie univers produit pour aller vers la partie, technique. Du coup, comment ça se passe, quand on est, CPTO et qu'on provient du monde, produit?
Yes, moi j'ai un diplôme d'ingé historique informatique, j'ai fait Epita Sup Info, donc j'avais des bonnes connaissances. Après, je pense que il n'y a pas de bonne direction de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un. Ça dépend surtout de la structure et des besoins de l'entreprise. Et vous allez voir que chez Studapart, j'ai la chance d'avoir dès le début récupéré une équipe tech qui peut être câblé avec des réflexes extrêmement orientés business et produits et pas du tout une culture tech pour la tech ou tech en opposition parfois avec le business comme on peut en rencontrer qui était vraiment un doute que je pouvais avoir sur la prise de poste. Et par ailleurs, on a quand même un produit Heu, qui n'est pas très technique en soi. C'est-à-dire que si je travaillais pour un produit qui faisait des API, pour, des grosses boîtes, j'aurais peut-être pas eu la même opportunité que j'aurais pu avoir, chez Studapart. Mais pour l'anecdote et c'est toujours rigolo à raconter aussi, moi, sur ma première réunion, quand je suis arrivé chez Studapart, devant l'équipe tech, je m'étais préparé, j'avais lu vraiment, toutes les nouveautés sur, toutes les versions des technos qu'on utilisait. J'étais prêt à défendre le rationnel de est-ce qu'il fallait utiliser cette techno ou pas? Enfin, vraiment, je me sentais, prêt pour, entendre toutes les requêtes des devs et vraiment la requête qu'ils ont demandé et pour celle-ci, j'étais pas prêt. Je pense que j'ai balbutié pendant un bout de temps quand j'aurais dit de quoi vous avez besoin pour mieux travailler, ils se sont tous un peu regardés et leur réponse c'était encore plus de transparence sur le PNL. Et autant dire que celle-ci, j'étais pas prêt. Alors, j'aurais partagé avec plaisir, mais c'est vrai que c'est pas une habitude qu'on peut avoir quand on récupère une équipe tech. Donc, on a quand même chez Studapart cette incroyable chance d'avoir une équipe qui a envie d'avoir des impacts utilisateurs et de sortir des features vite et bien. Et c'est un élément central dans notre organisation et dans ce que je vais présenter pendant cette petite heure restante. Bah écoute, canon, merci beaucoup pour la précision. Alors bon, bah écoute, on va pouvoir y aller hein, sur le sujet du jour, hein, des bugs comme baromètre de succès. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à utiliser le module questions, plutôt que le module chat. Parce que le module question de Livestorm est plutôt bien foutu. Ça vous permet de voter pour les questions que vous avez envie que je pose à Raphaël, parce que parfois on a beaucoup de questions et je peux pas toutes les poser. Donc n'hésitez pas à utiliser le module question. Et du coup, je te laisse lancer ce bourbier, Raphaël. Oui, bah, peut-être qu'en intro, je vais plus que de me raconter, ma vie à moi, je vais raconter ce que fait Studapart, comment c'est né et ce qu'on est aujourd'hui. Je pense que c'est important. Donc, Studapart, historiquement, c'était un SaaS qu'on vendait aux écoles en marque grise pour connecter les locataires, plutôt historiquement étudiants, avec des petits propriétaires qui s'approchaient des écoles en disant, «J'ai un studio à louer, j'aimerais bien le louer à vos étudiants» et avant Studapart, les écoles, maintenaient des fichiers Excel, de l'enfer qu'ils donnaient aux étudiants qui appelaient un par un dans un fichier Excel les propriétaires pour essayer de trouver un logement. Et donc, nous, on leur a mis à disposition une marketplace interne aux écoles pour trouver des logements. Et on s'est développé super vite jusqu'en 2019, où en 2019, on a pensé atteindre un plafond de verre au niveau des écoles, mais on avait à la fois de l'offre et de la demande. Et on s'est dit, c'est l'opportunité d'ouvrir une vraie marketplace. Donc aujourd'hui, on garde évidemment cette relation avec les écoles qui est très forte, mais on a aussi une marketplace publique où n'importe qui, donc plus seulement des étudiants, peuvent trouver un logement auprès de propriétaires individuels ou professionnels ou résidences qui, euh, qui nous permettent de nous développer. Et du coup, dans cette approche de croissance et même dans ce que je racontais un petit peu sur le PNL au début, une des valeurs clés et qui a un enjeu fort dans notre organisation, dont je vais parler après, c'est le pragmatisme. Pourquoi c'est une valeur clé chez Studapart et notamment dans la partie tech? C'est ça se découle en plusieurs parties. La première, c'est
comme je le disais, les développeurs, ils ont envie de shipper des features. Ils ont envie de créer de la valeur et ils ont évidemment l'inquiétude de soutenir une plateforme stable et scalable, mais pas au détriment de shipper des fonctionnalités. Et du coup, on a organisé toute notre équipe technique dans ce sens-là. Un bon exemple, c'est je parlais des versions. Nous, les montées de versions, on les externalise. Donc, quand on a envie de passer, de Symfony, 5 à 6, on se dit: «Bon, bah, on va mettre un ticket externe et ça va bien se passer à l'extérieur» et nous, on a envie de créer de la valeur pour les utilisateurs dans les équipes tech. Du coup, on a des roadmaps qui sont des autoroutes de features et qui est quand même, super agréable. L'autre point dans cette autoroute, c'est qu'on va vite. Moi, ça fait 2 ans que je suis chez Studapart et depuis que je suis là, à part une ou 2 exceptions qui sont en plus souvent des problèmes, qui ont été plus fonctionnels que techniques, j'ai pas vu de fonctionnalités qui ont pris plus de 2 à 3 semaines entre la fin des specs et la mise en production. Du coup, on a des cycles de développement qui sont extrêmement courts et hyper, pragmatiques dans quel est le MVP de la fonctionnalité et comment est-ce qu'on fait pour sortir quelque chose qui crée de la valeur très vite, avec justement derrière cette réflexion de on est de toute façon organisé pour encaisser cette capacité à sortir vite les choses, pour se rendre compte qu'on est à la fois aligné sur le business, on avait un bon sens que ça va être quelque chose d'important, mais aussi les équipes techniques sont câblées et organisées de telle sorte à ce qu'elles puissent accueillir, hem, ces secousses post-release ou ces changements ou notre saisonnalité dont je vais parler un peu plus tard et du coup, voilà, donc tout ça, le pragmatisme, mine de rien, chez nous, c'est quand même hyper important et c'est pas seulement une valeur, qu'on écrit sur les murs. D'ailleurs, on l'a pas écrit sur les murs, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est incarné par tout le monde dans l'entreprise. Mmh. Heu, voilà, du coup, comment on travaille, notamment si on doit se concentrer sur les bugs, hem donc on a en fait, quelque chose qui est assez extraordinaire qui est que en réalité chez Studapart, on n'a pas un backlog de bugs cachés. On a un backlog de bugs qui est, public au sens, tout le monde dans l'entreprise, va donc c'est un Trello et met un ticket Trello, dans ce qu'on appelle, je vais le dire, je le dis maintenant parce que je sais que je vais le répéter 15 fois, dans la présentation, mais ce Trello, ça s'appelle le feedback équipe et donc toutes les équipes viennent mettre des feedbacks dessus. Ça peut être des nouvelles améliorations, des idées de développement ou des nouvelles features qui existe. Ce point-là, je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas le cœur de la conversation aujourd'hui, mais et c'est là où c'est intéressant, c'est aussi là que tout le monde nous remonte des bugs, de manière, assez, enfin, c'est un réflexe assez global dans l'entreprise, dans l'onboarding, presque tous les managers disent, si tu as un problème sur la plateforme, tu le remontes sur le feedback équipe et c'est assez bien géré par l'équipe de développeurs qui est responsable de ce feedback équipe et des bugs qui sont remontés sur la plateforme, heu, par les différents interlocuteurs avec qui on peut, discuter. Raphaël, sur ce backlog de bugs, comment justement, vous définissez les différentes typologies de bugs, s'il y en a? Est-ce que, par exemple, il y a, des bugs critiques, non critiques, des bugs plutôt fonctionnels, des bugs techniques? Enfin, quelles sont les typologies que vous avez, de bugs dans ce backlog de bugs? On a, mis par la personne qui ouvre le bug, on a le niveau de prio estimé de OK. son bug. Donc il met, prio 1, prio 2, prio 3 et parfois ils mettent pas de prio, mais c'est pas à leur avantage parce que du coup ça passe tout en bas de ce backlog de bugs. Mais c'est une bonne façon aussi, d'éduquer les personnes en interne dans l'entreprise à comprendre quel est le vrai impact
de leurs bugs. Donc on a évidemment, comme dans toutes les boîtes, des gens qui ouvrent des bugs et par défaut, quand tu vois leur prénom, tu as même pas besoin de lire le niveau de prio, c'est forcément de la prio 1. Et il y a des gens qui sont un peu plus discrets, un peu plus mal à l'aise d'ouvrir des bugs et qui ont des bugs Mmh. ultra critiques et qui t'ouvrent des bugs prio 3. Et du coup, dans les 2 sens, c'est un travail d'explication de qu'est-ce que c'est que leur niveau de prio, pourquoi on pense que là c'est Mmh. important. Et donc, que ce soit moi ou les développeurs ou les personnes qui ont le nez dans le feedback équipe, je vais vous expliquer comment on travaille. Dans l'éducation de l'entreprise, on travaille à reprioriser les tickets en leur disant: «Non mais là, tu as mis que c'était de la prio 1, mais c'est pas du tout de la prio 1» ou dans l'autre sens, enfin, «Tu te rends pas compte, ce truc il est hyper grave, on te le remonte en prio et on le traite». Et tout ça, ça va vite. Pourquoi? Parce que je disais qu'on n'avait pas un backlog de bugs cachés et on a un traitement à flux tendu sur, ce backlog de bugs. Heu, pour vous donner une idée, là, sur, le feedback équipe, alors j'ai regardé ce matin parce qu'on fait le point dessus tous les matins, je vais en parler, mais, on était à 12 bugs. Heu et on peut se croire que c'est beaucoup, 12 bugs pas traités, mais c'est vraiment 12 bugs qui ont été remontés aux équipes produit tech qui ne sont pas soit en cours de traitement, soit bloqués, soit en cours d'analyse. Et mine de rien, c'est pas beaucoup de se dire: «On a un backlog», on n'a pas de backlog historique de bugs avec 400 bugs qu'on va pas traiter, qui sont des trucs cosmétiques Mmh. et cetera. Puisque toute l'organisation est aussi penchée sur, comme étant une partie importante de notre roadmap, le fait de débloquer des bugs et de développer les bugs qui sont remontés par les équipes. Alors parfois, c'est pas des bugs, c'est d'ailleurs souvent pas des bugs, mais il n'empêche heu, on est disponible pour toutes les équipes à répondre aux questions, à corriger et à mettre en production extrêmement vite, des problèmes. Mmh. Peut-être Raphaël, juste pour avoir, un petit peu le contexte, de Studapart et comment vous fonctionnez. Aujourd'hui, il y a combien d'équipes produits chez Studapart et comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a une logique de sprint ou, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes en, je sais pas, sur un mode un peu plus Kanban, en flux tendu? Enfin voilà, c'est Ouais. quoi le contexte? Ouais, c'est une bonne question et en fait, la réponse, elle change beaucoup puisque, dans notre pragmatisme, on essaye aussi de s'adapter à notre besoin, par rapport à un moment donné. Donc, le trimestre dernier, on était en pleine saison et du coup, on avait défini 2 OKR, qui étaient nos enjeux clés pour la saison et on a organisé 2 squads OK. avec, des PM, des lead tech, des devs qui étaient chacun concentrés avec, les autres pôles de l'entreprise à délivrer de la valeur pour cet OKR. Et ce trimestre, on a, quand même eu pas mal de secousses sur, la saison, sur des problématiques qu'on a touchées, qu'on n'aurait pas dû, qui ont créé des bugs, j'en parlerai après, mais, des bugs qu'on estime comme étant, des bugs sur des features importantes. Et donc là, on a quelques ajustements fonctionnels, mais plutôt du nettoyage, technique, le fait de stabiliser un peu des choses qu'on a tirées dans tous les sens. Et du coup, on s'est dit que la meilleure façon pour faire ça, ce serait de reconstituer qu'une seule squad. Et du coup, pour ce trimestre, on est reparti sur une squad, plus dans une sorte de scrum-ban ou je sais pas comment on dit, Mmh. parce que c'est l'orga qui nous semble être la plus pertinente pour ce trimestre. Et donc même dans notre orga, on est assez pragmatique. C'est-à-dire que, on se dit: «Tiens, on a des développeurs juniors d'un côté, seniors de l'autre, ce serait trop bien qu'ils travaillent ensemble sur ces chantiers aussi pour la montée en compétences». On a moins d'enjeux d'OKR puisque la saison est derrière nous. On a une période d'analyse un peu plus forte de nos projets. Bon, Mmh. bah, ça a pas de sens d'avoir 2 squads et donc on est redevenu qu'une squad. Ce qui est Mmh. sûr, c'est qu'en termes de people, on est à peu près une quinzaine aujourd'hui dans les équipes produits tech. Donc on n'est pas non plus une énorme machine, ce qui nous laisse pas mal de d'agilité et de flexibilité pour changer les choses, sans avoir à faire des étapes de validation hyper fortes, quoi. Mmh. OK, ça marche. Voilà.
Voilà. Et du coup, on parlait un peu de l'orga, donc c'est une bonne intro aussi. Donc, on a transformé un peu le daily stand-up historique du Scrum en ce que moi j'ai appelé le daily stud-up pour le clin d'œil à Mhm. Studapart. Et en gros, on a complètement arrêté de dire ce qu'on faisait hier et ce qu'on fait aujourd'hui. Et au lieu de faire ça, on se on a un agenda qu'on pose tous les matins, qui sont ces 3 questions-là, qui est on ouvre, le bal. Donc en fait, comment on est organisé? On a, par un jour par semaine, quelqu'un qui est responsable, il a l'ownership de ce feedback équipe. Et donc, c'est lui qui annonce la couleur du feedback équipe et de l'état et du niveau d'effort qu'il va falloir passer sur le feedback équipe. Donc, il ouvre le bal du stand-up en disant, selon ce qu'il a vu juste avant le stand-up, comment est-ce qu'on va devoir être par rapport à ces remontées de bugs? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Est-ce qu'elles sont critiques? Est-ce qu'il pense qu'il va avoir besoin d'aide et du coup, on a besoin de mettre plus de personnes dessus? Ou est-ce qu'au contraire, la période est calme et lui tout seul, il va pouvoir traiter et le feedback équipe et probablement prendre un peu des tickets du backlog, d'amélioration parce qu'on sent qu'il y a pas une grosse pression. Et du coup, il marque un peu le, il donne le là de la journée. Est-ce que il faut qu'on se concentre sur quelque chose ou pas? Et donc il a une analyse de là on est hors saison, donc entre hier et aujourd'hui, on a eu 3-4 nouveaux retours, pas plus, qu'on est capable de traiter parce qu'on en traite, plus que 3-4 par jour dans l'équipe. Et donc il se dit: «Bon, ça va aller, ça va le faire, vous pouvez chacun vaquer à vos occupations étant, je le rappelle, CF le pragmatisme, continuer à créer de la valeur avec des nouvelles features et continuer à faire de l'amélioration continue. Ensuite, on se partage quand même les insights. Donc, au lieu de faire un tour de table et dire ce que j'ai fait hier, ce que je fais aujourd'hui et se renvoyer la balle de la parole, c'est juste les gens qui ont des choses à dire en disant bah voilà, moi je suis bloqué, moi je vais être en retard ou au contraire, moi, je suis en avance. Du coup, est-ce que tu penses que ça vaut le coup que je vienne t'aider sur le feedback équipe? Au contraire, je peux prendre un peu de l'avance sur, le sprint de quelqu'un d'autre et cetera? Donc c'est plus un moment de partage qu'un moment, vraiment où on informe les gens du statut actuel. C'est, comment on s'organise. Et donc l'objectif de cette réunion, elle est intéressante parce qu'on se dit, hem on a vraiment un bon usage de notre, équipe dans sa répartition de son temps. Et pourquoi on a fait ça? Et ça commence peut-être un peu à toucher des mains, les problématiques d'un bourbier. C'est que, avant de travailler cette notion de feedback équipe et de bug, on l'a depuis que je suis arrivé et elle fonctionne super bien. Mais on pouvait être amené à travailler sur, des tickets qui étaient moins critiques et moins prio parce qu'ils remontaient dans ton backlog de bugs et toi, tu étais attribué aux bugs et du coup, tu les dépilais de manière un peu, instinctive, selon l'ordre de prio qui a été donné. Et donc ton effort rapporté à la valeur créée était pas toujours optimal. Et du coup, on s'est rendu compte que en mettant des honneurs quotidiens sur, le backlog entrant, et ben, on arrivait beaucoup plus à se dire, «Non mais là, on regarde, c'est pas important» ou «Il y a ce truc-là», ou au contraire se dire: bah, là, on a 4-5 bugs sur, un même sujet. Ouh là là, mais l'autre lève la main, il a dit: «Ah oui, moi aussi hier j'en ai eu 2-3 sur ce sujet-là, donc vraiment je pense qu'on a un problème un peu plus grave, ça pue un peu et du coup, allons, passer du temps à recorriger ça ou analysons s'il n'y a pas un problème plus gros». Et du coup, on a des garde-fous gérés par les devs de: «Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas?» Ok, Je sais pas, ça ok, va, c'est ok. clair pour tout le monde? Est-ce que s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein.
Ouais, il n'y a pas encore de questions, donc je pense pour l'instant c'est clair. Moi, j'ai quand même une question à te poser et je pense qu'il y a beaucoup de product managers qui se posent la même question parce que dans le cadre de mes différents coaching produits, c'est quelque chose qui remonte beaucoup. En fait, bon, quand on travaille notamment en Scrum, on est sur des sprints qui vont durer 2, 3 à 4 semaines. Donc, vous avez peut-être aussi une logique du sprint si tu me dis que vous travaillez en Scrum-Ban. Et la complexité qu'on a, c'est qu'effectivement, on a bon, bah, une vélocité qui est estimée avec un nombre de story points. Et bon, bah, ton objectif, c'est de dire, allez, j'ai mes 24 story points, j'ai mes tickets build qui sont liés à ces story points et j'avance là-dessus. Sauf qu'en cours de sprint, bah ouais, parfois tu as des bugs qui arrivent et il faut les traiter. Donc parfois tu as des bugs qui sont quand même relativement gros, qui te mangent quand même une grosse partie de ta capacité de développement. Même des bugs petits, si tu en as beaucoup, ça va manger ta capacité de développement. Et donc tu vois, bon bah on perd en capacité de build, les parties prenantes sont pas contentes, ou alors on dépriorise des bugs et du coup on a un produit qui est instable. J'ai l'impression que chez Studapart, vous avez moins cette dynamique-là, cette problématique-là. Est-ce que tu aurais un petit peu, tu pourrais nous détailler un petit peu ta recette sur ce sujet-là, qui est aujourd'hui honnêtement un gros pain point chez beaucoup de PM. Carrément. Bah, nous, donc ce qu'on fait, je le disais, c'est un peu un Scrum-Ban bizarre, donc on a un équivalent de sprint planning qu'on fait toutes les 2 semaines, où on priorise les tickets du plus important au moins important, dans, les 2 semaines à venir et en fait, parmi ces tickets-là, on côté produit, on lève la main en prévenant que ces tickets-là, ils ont des ETA fortes ou ces projets-là, ils ont des ETA fortes et donc on met des deadlines sur certains de nos tickets, mais pas tous. C'est-à-dire que, je sais pas, on intègre un nouveau professionnel de l'immobilier qui a besoin d'activer son stock à telle date parce que du coup on a communiqué et lui il a son orga chez lui. Donc, là au 15 novembre, j'ai un professionnel de l'immobilier qui doit être activé et donc ça c'est public dans l'équipe et donc à partir de cette date clé, on a évidemment plein d'autres sujets, mais ces sujets ils sont dans l'intelligence collective réorganisables parce que les autres sujets n'ont pas une deadline précise. Et donc, parfois, les deadlines, c'est des grosses nouvelles features et il n'y a pas un enjeu externe fort, mais on estime que si on le sort après cette date-là, en fait, on a raté notre rendez-vous avec notre business plan et notre agenda, puisqu'on a un business très saisonnier. Et les autres, bah, évidemment, ça reste prio, mais et à la fois côté tech et à la fois côté produit, on a cette visibilité de se dire, on a cette échéance-là. Qui arrive et d'ailleurs c'est le troisième point donc c'est tu vois, on a ce truc qui est Next Strong ETA Reminder per Squad qui est, heu, OK, bah, attention parce que si on met 3 personnes sur le feedback équipe, on se met en risque sur, notre prochaine ETA qui est assez forte et donc c'est quoi la décision qu'on prend pour, pour arriver à notre résultat? Parce qu'on sait qu'on a ces 2-3 prochaines échéances-là qui doivent tomber à tout prix sur ces dates-là. Donc, la décision, elle se fait au moment du stand-up, enfin de D'accord. l'équivalent stand-up. Sur la priorisation entre justement du build et des bugs critiques. La priorisation, vous la faites durant le stand-up. Exactement, CF, qu'est-ce qui tombe dans le feedback équipe? OK. Donc c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, vous avez vos planifs où, vous définissez à grosse maille ce que vous allez faire et potentiellement tous les jours, vous allez, revoir, les priorisations si, effectivement il y a, des nouveaux gros bugs qu'il faut traiter de façon urgente. Exactement. En fait, on a quelqu'un qui est de toute façon attribué à traiter les bugs de façon urgente, mais si on Mmh. voit que c'est plus gros et qu'il faut décider est-ce qu'on traite ce problème-là plutôt que, tenir cette deadline-là, toute l'équipe est réunie le matin pour en discuter en essayant de voir comment on répond au mieux à ces 2 objectifs-là. Par Mmh. exemple, en ce f là et depuis 5 jours, on a eu beaucoup de remontées sur, notre intégration avec Intercom, par exemple et donc, on a l'impression qu'on a
quelques instabilités sur Intercom. Est-ce qu'on doit mettre en péril ce ce professionnel de l'immobilier qui arrive Mmh. d'ici un mois et retravailler sur Intercom? Ou est-ce qu'on a deux, trois tickets clés qui vont nous permettre de maintenir nos engagements à notre professionnel de l'immobilier dans un mois? Et justement, comment vous faites cet arbitrage et cette priorisation? Est-ce que c'est toi, avec ta casquette de CTPO, qui prend la décision? Est-ce que c'est une décision collective? Tu vois, pour les trucs, bug critiques versus, gros sujet de build, voilà, comment vous priorisez? Si j'essaye que ça remonte pas jusqu'à moi, alors moi je suis dans ces stand-up, mais souvent j'essaye de pas parler, Ouais. parce que, après je trouve que tu as, le phénomène, HIPPO, je sais pas si tu connais, qui est, Highest Paid Person Opinion, donc j'essaye de ne pas donner mon avis pour qu'il écrase pas celui des autres. Mais, c'est plutôt la responsabilité du PM qui avait mis les échéances, fonctionnelles fortes et qui doit être Mmh. conscient du problème puisque tous les PM sont dans ce stand-up pour l'instant, à se dire: «Bah, OK, je prends ce risque, et je vais au bout, quoi». OK, OK, super clair, super clair. Voilà, mais du coup donc du coup, après ce stand-up, on peut ne plus mettre un seul développeur, mais 2, 3 ou 0,5, et on a un roulement, régulier, des différents développeurs, pour gérer ces bugs-là. Mmh. Et C'est intéressant d'avoir toujours des développeurs qui sont dédiés à de la correction de bugs, ce qui permet aussi de gagner en agilité, oui, d'avoir aussi des estimations plus claires parce que tu sais que sur tes alors nous, on fait des estimes parce qu'on est très pragmatique, on fait des estimes en jour homme et pas en point de vélocité, évidemment avec tous les biais que ça peut apporter. Tu peux très bien calculer tes jours hommes et te dire, bah, en Mmh. fait, sur une équipe de 4 personnes qui travaillent 5 jours, ça veut en fait dire qu'il y a, heu, 4 personnes qui travaillent 4 jours et donc tu as Mmh une mh, mmh mh. estimation à 16 et plus à 20. Mmh. Et du coup, pour donner parce que je vois le temps qui avance, on discute de plein de trucs excitants, mais du coup, pour donner une idée des volumes et de comment on a été câblé pour, réussir à traiter des gros sujets. Donc la saison dernière, on avait suivi de très près les nouveaux tickets, comment on les traitait et cetera et on voit que en moyenne, un développeur pendant une période de rush, donc sur une saison, là on se parle entre mai et août. Donc nous, on a un business qui est extrêmement saisonnier. On fait, Mmh. bien plus que la moitié de notre chiffre d'affaires entre, mai et la rentrée scolaire, puisque c'est là où les gens, déménagent pour, leurs études, puisqu'on fait de la location moyenne et longue durée. Et donc en fait, on a un feu de développement et du coup, c'est là où on se rend compte que tous les développements qu'on a faits ont de l'impact, fonctionnent ou fonctionnent pas, pendant la saison et on est extrêmement sollicité pendant la saison à éteindre des feux et en 3 mois là, en 3 mois et demi, on a fermé plus de 1 000 tickets. Alors ça ne veut pas dire qu'on on a développé plus de 1 000 bugs, mais ça veut aussi dire qu'on a répondu à un pourcentage important de gens qui ont eu des incompréhensions de produits ou des choses qu'on considère comme n'étant pas des bugs et qu'on reclôt et cetera. Mais en tout cas, un développeur en moyenne sur sa journée de feedback, il encaisse, 6-7 tickets, par jour à gérer et donc là, pendant la saison, on est plusieurs et donc du coup, ça illustre 2 choses qui sont intéressantes selon moi. C'est, heu on a créé dans l'entreprise une culture de aller ouvrir des tickets sur le feedback équipe, et du coup, les gens, ils ont l'habitude d'aller nous parler ici et c'est aussi et du coup, on arrive sur le bug comme baromètre de succès, heu, c'est aussi OK quand il y a des bugs. C'est pas un élément qui fâche, c'est un élément qui fait partie de ton cycle de développement. Donc évidemment, quand il y en a des gros, c'est frustrant et c'est embêtant et on sort pas exprès quelque chose qui a des bugs. En revanche, les gens sont pas
atterrer quand il y a un bug sur une des fonctionnalités parce qu'ils savent, un, qu'on est réactif et qu'on va le traiter, que c'est pas un truc qui va disparaître dans un backlog de bugs qui ne va jamais arriver et 2, que c'est ce qui nous permet d'augmenter notre capacité à sortir plein de fonctionnalités et de tester des choses et de voir si ça marche ou ça marche pas. Et donc cette culture-là nous permet de nous dire: «Les bugs font partie intégrante de la vie du développement de Studapart» et évidemment que pour nos utilisateurs, c'est pas agréable et qu'il faut pas le faire, mais le volume d'utilisateurs touchés est faible et en revanche, on répond à énormément de leurs besoins, utilisateurs. Mmh. OK. OK, ultra intéressant bon, effectivement, le fait de traiter autant de tickets, tu le disais, assez, culturel dans l'entreprise, mais du coup, il y a aussi peut-être, une notion d'outillage qui doit être, important pour être en capacité de gérer, autant de tickets. Tu m'as dit, vous fonctionnez sur Trello. Est-ce qu'il y a, d'autres outils que vous utilisez, ou c'est majoritairement du Trello? Non, on est vraiment sur un Trello, même pas payant donc en termes d'outils, c'est à la portée de tout le monde, hein. OK, OK, ouais, donc au plus simple, OK. Ouais. Bah, très clair. Hésitez pas, à tous ceux qui assistent au bourbier là, parce que moi je pose beaucoup de questions à Raphaël parce que ça m'intéresse beaucoup ce sujet de gestion, des bugs qui reste complexe, hein, dans le monde du produit. Mais voilà, n'hésitez pas à poser également, vos questions à Raphaël. Et puis tu veux qu'on passe Raphaël, un petit peu à la suite, notamment avec, cette logique de priorisation, des features qui est intéressante. Exactement et du coup, donc là, on parlait des bugs et des nouvelles fonctionnalités et effectivement, pour savoir quels sont les bugs qui sont importants, qui sont pas importants, comment ça fonctionne, je le disais, il y avait un besoin d'accompagnement aussi qu'on a ressenti comme étant problématique dans les équipes est-ce qu'on sort des nouvelles fonctionnalités, mais est-ce que c'est grave si elles sont, un peu shippées rapidement ou au contraire, il faut qu'on sur celles-ci, on passe du temps et on s'assure qu'il y ait pas beaucoup de bugs et donc on a construit ce mapping de la plateforme. Donc là, je l'ai, anonymisé en mettant feature partout, mais plus parce que sinon vous alliez lire des trucs que vous n'alliez pas comprendre Mmh. parce que c'est plein d'acronymes internes. Hem et donc en gros, on sait, que ce soit au moment du développement, au niveau de la criticité et au niveau de l'effort qu'on doit faire pour corriger et stabiliser la fonctionnalité, que selon les features, plus elles sont au centre du cercle, donc plus elles se rapprochent du rouge, plus ça va être important, heu, de pas se rater, de sortir quelque chose de carré, voilà, parce que c'est intrinsèquement lié à la valeur business ou au cœur de la valeur de Studapart, d'avoir ça. Un exemple, qui peut sembler bête, mais sur Studapart, et contrairement aux concurrents que tu citais au début, Benoît, Mmh. nous, tout se passe sur la plateforme. C'est-à-dire que quand tu es un locataire, tu constitues ton dossier de location sur Studapart et tu payes ton premier mois de loyer et les frais Studapart sur la plateforme directement. Et donc la constitution du dossier de location, c'est un élément clé de la valeur de Studapart et du coup, de la génération de business parce que chez Studapart, les propriétaires ont des leads extrêmement plus qualifiés que, quand tu travailles avec, des modèles un peu plus classified où ils gagnent plus à te faire, recevoir du lead de téléphone que, de pouvoir, faire toute la transaction sans sortir de la plateforme et donc sur la complétion de dossier, on est entre l'orange et le rouge parce que c'est vraiment, cœur de la plateforme et du coup, quand on a un ticket de feedback dessus, ça vaut le coup de se poser la question, de s'inquiéter et de voir, comment ça fonctionne. Et du coup, était passé sur la suite. Donc, un des bons exemples et donc, dans le bourbier, ça va être intéressant. Je vais prendre 2 exemples et donc il y a un exemple, c'était un fail business, donc on s'est rendu compte que ça n'a pas marché, heu, mais c'était plutôt un succès produit tech. Heu et dans l'autre cas, c'est l'inverse et donc vous allez voir. L'année dernière, pour la saison, on s'est rendu compte chez Studapart, il y a énormément, d'étudiants internationaux,
qui découvrent les joies de l'administration française via Studapart et via leurs discussions avec les propriétaires. Et donc, on leur explique qu'il y a la CAF qui peut les aider à avoir des aides. Et du coup, ils sont redirigés sur le site de la caisse d'allocation familiale et ils doivent remplir leur dossier. Et c'est un pain. Et en fait, en réalité, il y a plein de petits hacks à faire qu'on connaît pour aider les locataires à être mieux remboursés, notamment sur le premier mois de loyer, etc. Et donc, nous, on s'est dit, on allait créer un nouvel add-on pour les accompagner là-dessus parce qu'on pense qu'ils peuvent en avoir besoin et que ça va leur créer de la valeur et que ça va les rassurer et qu'au final, ils vont gagner de l'argent parce qu'ils rempliront mieux leur dossier. Donc, on a sorti un nouveau tunnel avec de la visibilité sur différentes pages qu'on a appelé assistance à loc. On a sorti vraiment un tunnel de paiement, de la visibilité sur plusieurs pages et voilà, la capacité de pouvoir les recontacter facilement dans le back office en comprenant ce qu'ils ont rempli. Ça nous a pris à développer à peu près 3 semaines et demie. Donc chez nous, c'était un gros projet. Historiquement, dans les autres boîtes, quand on dit 3 semaines et demie, j'ai pas l'impression que c'est un gros projet, mais on y a passé un peu de temps. Et on a eu quasiment pas de bugs dessus l'année dernière. Pourtant, c'était un peu on a mis des gens au service client qui étaient concentrés à le vendre, à le commercialiser, à répondre aux questions. On a appris, dans nos discours commerciaux à l'upseller et cetera. Donc on était plutôt en place et on s'attendait avec ce qu'on avait développé à se prendre des bugs sur des corner cases qu'on avait identifiés, ce truc-là, oui, mais si tu as déjà pris notre garantie, ça va être un peu cassé, et cetera, et cetera. Et on a eu quelques bugs, mais vraiment très, très peu et plutôt, cosmétiques et pas vraiment, comme faisant partie du cœur du truc. Et du coup, on pourrait croire que ça a été super bien développé et honnêtement, ça n'a pas été mal développé, mais le fait de ne pas avoir d'engouement dessus, avant même qu'on fasse la conclusion et qu'on tire une ligne sur, le PNL justement en se disant: «Cette ligne, elle a rapporté rien du tout, l'année prochaine, on va pas s'embêter avec ça». Côté produit tech, on savait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de traction parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de bugs et que du coup, on n'a pas créé un produit qui rentrait dans les lignes jaune, orange, rouge et du coup qui nécessitait, parce qu'il créait beaucoup de valeur, à ce qu'on fasse quelque chose de plus propre. Parce que, bah, typiquement, on n'avait pas de test unitaire dessus, parce qu'il y avait des cas qui étaient pas gérés, parce qu'on savait qu'il y avait des trucs qu'il fallait faire à la main et on savait que ça allait débarquer dans le feedback équipe et qu'on allait un peu devoir, rattraper des trucs dessus. C'est pas arrivé. Du coup, quand on l'a acheté, ça a dérangé personne. On a dit: «Bon, bah, cette feature, on va la kill, voilà» et tout le monde a dit: «Ah bah, OK». Alors que souvent, dans les autres boîtes, on se dit, «Ah non, mais attends, on a passé 6 mois dessus, ça va être enfin, c'est mon code, c'est mes features», Mmh. il y a une attache émotionnelle à un truc sur lequel tu t'es donné, qui est telle que c'est dur de tuer une feature. Alors Et que pourquoi là, d'ailleurs là vous l'avez killé plutôt que juste de la laisser vivre sur Sudapart? bah, parce que c'était une organisation, qu'il y avait des gens qui devaient, heu, apprendre cette fonctionnalité, le produit. Hmm. On avait mis des gens à temps plein pour répondre aux locataires, pour les accompagner, Hmm. pour les aider dans l'ouverture. Dans le discours des commerciaux ou en tout cas des services qui accompagnaient, les locataires dans leur, complétion de dossier, c'était aussi tout un discours qui pouvait, complexifier le truc. Le jeu n'en valait pas la chandelle et l'attraction, n'a pas prise. Mais, Hmm. heu, dans nos petites études de marché, dans nos petits business plans et dans ça, on pensait pas que ça allait être aussi bas. Mais est-ce que c'était grave? Non, c'était pas grave parce que, en tout cas côté produit tech, on a pu rebondir sans avoir un effort, inhumain
soit de le couper, soit de le développer. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'une des grosses difficultés qu'on a quand on est product manager, c'est de killer certaines fonctionnalités. Parce que comme tu dis, on a un attachement et on se dit bon bah on y a passé du temps, on va pas jeter ça à la poubelle, on pourra peut-être le réutiliser un jour, ou ça servira peut-être à un utilisateur. Mais comme tu dis, ça crée de la complexité en interne, ça crée de la complexité pour l'utilisateur dans son parcours utilisateur, et en fait on détruit de la valeur plus que voilà qu'autre chose. Donc c'est intéressant effectivement cette réflexion de régulièrement se dire est-ce que je kill cette fonctionnalité qui apporte pas énormément de valeur. Voilà et je reviens sur, le baromètre de succès, qui est les bugs. C'est quand Mm. tu fais ce truc qui a pas beaucoup de valeur, que tu as un bug dessus, que du coup tu as pas enfin, tu as des nouveaux devs qui ont jamais bossé dessus ou toi, tu es PM et tu es déjà sur autre Hmm. chose qui rapporte plus d'argent. Tu vas avoir un coût de résolution de bug pour un cas hyper isolé d'un truc qui en fait, peut te coûter, 0,5, un jour homme de dev, plus un peu de réassurance. Tu vas du coup créer de la frustration parce que tu passes du temps sur des trucs que les gens ça tu sais, une fois que tu l'as sorti, que c'est pas, ce qui va, doubler notre, EBITDA l'année prochaine. Du coup, tu as pas du tout Ouais, c'est clair. envie de enfin, tu cette sorte de truc qui gravite, heu et que du coup tu sors et donc là, j'ai pris un screenshot, mais l'exemple de la CAF dans là où j'ai marqué feature partout, c'est le petit blanc en bas à droite là qui et pourquoi il est blanc? C'est parce Hmm. qu'on l'a pas à 100 kill, mais il doit sortir. Il est plus dans le scope de nos fonctionnalités, quoi. Ok, ok, ok. Et tu veux peut-être nous parler du coup de l'autre exemple, la pré-Reza? Exactement et donc on a l'exemple inverse qui du coup est un bon baromètre, avec les bugs. C'est qu'on on a notamment, via le groupe et cetera, on sait qu'on a, une fonctionnalité qui aujourd'hui est déjà importante chez nous parce qu'elle génère, en fonction de la période entre 10 et 14 de notre chiffre d'affaires, annuel. heu, qui n'est pas au niveau, mais de tous les côtés. C'est-à-dire que, fonctionnellement, on n'a pas encore craqué le truc sur la plateforme, même si on sait que la feature est importante. On a, de la frustration des utilisateurs et cetera et pourtant, ça a sa place de manière importante dans notre business plan, global d'entreprise et du coup, on a énormément de bugs dessus, que ce soit des bugs comme étant: «Ce truc n'est pas un bug, mais vous avez pas compris» ou «Ce cas-là n'a pas été géré» ou «Ce cas-là a été oublié dans cette nouvelle fonctionnalité» et cetera, qui revient très souvent. Hem et du coup, bah, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a trouvé, heu, notre product market fit, 10-15 de notre CA, on va pas cracher dessus. Mais on n'est pas au niveau techniquement et fonctionnellement et du coup, ça génère des bugs et donc on rentre dans un truc un peu de se dire: «Attendez, stop, heu, ce truc-là, faut en faire un vrai sujet de roadmap, faut le corriger, faut, que ce truc entre le jaune et l'orange, devienne comme étant un truc, dans le rouge» et on sait que, chez d'autres, compétiteurs directs, ce 15 du business, c'est en réalité entre 40 à 60 du business. Donc on a envie d'y aller, mais on l'a pas craqué et donc on est dans ce truc, qui marche jamais, qui frustre les équipes et du coup, on le ressent même indépendamment d'avoir la ligne, data du dashboard, de reporting de l'impact de cette fonctionnalité, mais ça revient tout le temps dans notre feedback équipe et du coup, c'est hyper frustrant de se dire: «Mais comment on fait pour passer du niveau 1 au niveau 2 là-dessus?» et aujourd'hui, on n'y arrive pas et ça pollue la plateforme dans notre capacité à, à avoir un truc qui marche bien pour les utilisateurs. Pourtant, c'est l'inverse côté business. On est convaincu que ça marche et on a la preuve puisque ça génère quand même beaucoup de chiffre d'affaires. Hmm.
C'est intéressant. J'ai peut-être une question là-dessus. Je fais juste une petite parenthèse puisqu'il nous reste une dizaine de minutes. Donc pour ceux qui souhaitent poser leurs questions, n'hésitez pas, c'est le dernier moment, même si je vois que Raphaël est très clair et que ça arrive parfois avec certains intervenants, il n'y a pas de questions. Marie-Solène va vous envoyer aussi un questionnaire de feedback que vous pouvez également compléter. Moi, j'ai une petite question par rapport à ce que tu disais, Raphaël. C'est intéressant de voir les bugs euh, comme un indicateur potentiel de succès ou non d'une feature. Mais parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'on a aussi beaucoup de bugs sur une feature parce que la feature est toute pourrie. Comment tu arrives justement à distinguer les deux? Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que tu vas monitorer justement pour se dire, OK, là, je sens qu'il y a peut-être un petit truc d'un point de vue business et que ça va apporter de la valeur à l'utilisateur, ou en fait, j'ai plein de bugs, plein de remontées de bugs, mais franchement, on laisse tomber, quoi. Bah, évidemment, après, on n'est pas non plus complètement blind et on n'utilise pas que les bugs pour savoir si une fonctionnalité ou si un développement a été fait partie du succès de l'entreprise ou pas. Donc, on regarde quand même les datas, mais mine de rien, les bugs, c'est quand même des cas qui n'ont pas été couverts ou des problèmes ou techniques ou des choses comme ça. Et quand les utilisateurs font face à ce truc-là, s'ils font face à un bug là-dessus qui est prio 1, qui fait que la fonctionnalité juste ne marche pas comme elle devrait être, eh ben, tu sais que 1, c'est utilisé et 2, ça a été mal fait. Mais Hmm. si tes bugs de prio 1, c'est quand tu commences à le décortiquer, c'était un cas de un utilisateur qui avait déjà un compte un petit peu bizarre parce qu'il a migré 14 fois de plateforme et qu'on a déjà fait 50 manips en base dessus et que ça marche pas. Oui, lui, ça marche pas, mais en fait, quand tu regardes à côté de ça, le fait que tu aies eu 100, 200 transactions qui ont utilisé cette fonctionnalité et qui n'ont pas été remontées, tu te dis que tu tiens quand même quelque chose et que ça vaut le coup de monter en qualité technique et fonctionnelle sur ce truc, potentiellement repasser du temps aussi dans les prochaines roadmaps et te dire bah, ce truc-là, c'était pas un bourbier, mais plutôt un succès, quoi. Hmm. Ok, ok, clair. Claire. Bah, on arrive au bout de ce bourbier. Merci beaucoup, Raphaël, hein. Franchement, c'était ultra intéressant. Et comme ça, on pourra aller voir demain nos parties prenantes et leur dire, bah, écoutez, si on a beaucoup de bugs sur cette fonctionnalité, c'est peut-être qu'il y a aussi quelque chose à creuser. C'est pas parce que l'équipe fait du mauvais job. Donc, non, non, c'est intéressant. Effectivement, je pense que c'est une approche un peu différenciante. Et c'est sûr que parfois, bon, bah, les bugs sont pas que négatifs, ils peuvent aussi nous permettre d'aiguiller notre research pour aller chercher la valeur demain. Donc trop intéressant. Il n'y a pas eu de questions supplémentaires. Je pense que j'ai dû poser les questions que devait se poser notre auditoire. Est-ce que toi, Raphaël, pour conclure ce bourbier, puisqu'on arrive au bout du timing, tu aurais un petit mot à nous dire, que ce soit sur voilà, ce sujet-là ou même sur Studapart ou sur voilà, d'autres sujets. Non, mais pour conclure peut-être ce sujet, effectivement, je pense qu'il faut, le message, c'est pas de se dire, faites des bugs, c'est trop bien ou au contraire, faites aucun bug et du coup, voilà. Mais Hmm. on est sur un produit qui est vivant et un produit vivant avec des concessions toujours dans un time to market ambitieux et cetera, pour faire des boîtes qui ont du sens et comprendre les choses. Hem, c'est pas non plus un problème quand la culture de la boîte est construite de telle sorte à ce que, tu sois capable de régler tes problèmes de la bonne façon. Donc en fait, Hmm. nous on a déjà eu des développeurs qui étaient frustrés parce qu'ils travaillaient sur un truc, qui était bancal et moi ma posture même de CPTO, c'est dire: «Mais si tu travailles sur un truc bancal, c'est que ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour ce truc bancal et donc passe du temps à en faire quelque chose de plus quali et ce temps, vu qu'on est dans une logique
très test and learn, très itérative et très dans la consolidation de nos hypothèses, prends le temps parce que tu as le temps de faire quelque chose de mieux, de plus quali, parce qu'on sait que ton temps est investi à bon escient et donc si tu me sors une fonctionnalité avec un taux de couverture de 100 sur une fonctionnalité, alors que même moi, je suis pas sûr qu'elle va rapporter de la valeur business, en fait, on n'est pas dans le bon effort parce que Mmh. tu as pris moins de risques que nous, on en prend et donc là, le risque, il est partagé entre le produit, la tech et les autres business units qui est: on essaye ce truc-là, on pense que ça va marcher, du coup, on le fait à peu près bien. Et maintenant qu'on voit que ça fonctionne, il faut faire ce truc super bien pour passer à l'étape d'après de cette feature ou de ce service. Et du coup, c'est vraiment dans la responsabilité, la prise de risque un peu collective d'accompagner le changement de roadmap qui peuvent être des roadmaps à 12, 24, 36 mois. Enfin, nous, on fait pas l'affront de faire une roadmap à 12 mois alors même que là, je suis déjà en train de questionner un peu Q4, alors qu'on est le 19 octobre et que du coup Q4 a commencé il y a 19 jours. Et c'est la réalité de toutes les boîtes. Euh, Mmh. Tenir une roadmap sur un trimestre, c'est fait de manière douloureuse. Et donc, nous, on voit plutôt les opportunités que le fait de tenir à tout prix quelque chose. Et ces opportunités, elles viennent de signaux faibles euh, qui peuvent être parfois aussi faibles que un bug, qui est un peu prioritaire ou deux trois bugs sur une fonctionnalité qui nous fait croire qu'on a touché du doigt un truc qui est intéressant, quoi. Merci beaucoup, Raphaël. Super intéressant. Merci d'avoir dédié de ton temps pour nous parler hein, de comment vous gérez les bugs au sein de Studapart et comment ils peuvent être un baromètre du succès. Donc voilà, grand merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient là pour ce bourbier. Il est 14 heures et du coup, on est pile dans le timing. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Encore un grand merci, Raphaël. Merci beaucoup, Benoît. Merci tout le monde. Merci, merci, au revoir.